Hype is back sur Sport en France. On vous l'a dit, on revient chaque mois pour parler un petit peu de basket et même de la culture basket en général. Bonne année d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas dit, on rentre aussi dans une nouvelle année 2025. Donc santé à vous. Et nous, on va par contre rétro-pédaler, parce qu'on va parler de l'année 1972. Il s'est passé pas mal de choses en 72 quand on parle de basket. Mais avant d'en parler vraiment, on va accueillir toute l'équipe. Et notamment un homme qui a passé de bonnes fêtes, hein. C'était déjà quelques temps. Comment es-tu, Paul? Ça va très bien et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est toujours un plaisir. Bonne année. Également, et bonne année à tout le monde. Hein. On va parler des Lakers un peu, on espère qu'ils passent une bonne année. Comme toujours, on verra, réponse dans quelques mois. Yes. Carrière de musicien en 2025 ou pas du tout, ça pas au programme? Ah oui, plus que jamais, j'espère. J'espère, je cherche un guitariste. Très bien. Avis aux amateurs. Bonne année et merci d'être là. Merci à toi, Sylvain. Pas Sylvain. mal de choses à se dire en plus, hein. Je crois que tu as bien préparé cette émission. Bonne année, bonne santé, on verra si l'année 2025 sera meilleure pour les Lakers que 72. On a préparé pas mal de trucs. Oui, beaucoup de choses en 72, on l'a dit, hein, bien sûr pour le basket, mais aussi extra basket. On aura une grosse discussion. On n'en a pas l'habitude, un petit peu plus géopolitique. Revenir un peu sur les faits marquants de cette année, sur le plan historique. Et pour nous accompagner, on a la chance, messieurs, d'avoir une légende du basket féminin, hein, élue meilleure joueuse de basket du XXe siècle. 189 sélections de l'équipe de France, si je m'abuse. Il y a plusieurs types de championnes de France d'ailleurs dans les années 60, fin des années 60 et jusqu'en 76. Donc toute l'année 70 est concernée. Et quand on parle de légende, on accueille tout de suite Jackie Chazalon. Bonjour Jackie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bon, on est ravis de vous avoir. On ne vous entend pas trop dans les médias, on ne vous voit pas non plus excessivement. Et on va prendre le temps et on va permettre aussi à tous ceux qui suivent le basket d'aujourd'hui et d'avant de réouvrir un petit peu les pans de l'histoire quand on parle des années 70, parce que vous y êtes vraiment implanté à travers Clermont notamment et bien sûr l'équipe de France. Non loin de vous, enfin à quelques kilomètres quand même, on sait que vous vous connaissez puisque vous avez organisé et produit des camps de basket ensemble. Un homme qui est passé par l'ABC Nantes en 1972, il fait partie même des meilleurs scoreurs du championnat de France à l'époque appelé National 1. Il est passé également par Chaland. Il est devenu un petit peu plus tard coach universitaire pour Saint John. On accueille tout de suite Carmine Calzonetti. Bonjour Carmine. Yeah. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous, on est content de vous avoir. Pour certains qui ne situent pas votre nom, vous faites quand même partie de l'histoire du basket français au travers de performances que vous avez pu avoir. On va en parler bien sûr ensemble dans quelques minutes. On aura aussi d'autres discussions et d'autres invités autour de cette émission. Ne vous inquiétez pas, on vous présentera un petit peu tout ça. Ne bougez pas, Carmine et Jackie, on va donner la parole à Paul, puisqu'on va d'abord poser le contexte un petit peu de cette année 1972 pour revenir un peu sur les faits marquants, peut-être pas basket d'ailleurs, on y viendra peut-être un petit peu plus tard. Paul, quand on parle de 72, on sait que tu n'étais pas né, mais ça évoque quoi? C'est vrai que j'étais pas encore né, alors ça évoque beaucoup de choses, et moi j'ai envie de vous parler de cinéma, encore une fois. Une grande année pour le cinéma, il y a eu beaucoup de films marquants. Ouais. On pourrait citer Un flic de Melville avec Delon et Deneuve, côté français, L'aventure c'est l'aventure de Lelouch avec un certain Jean-Philippe Smet, hein, évidemment. Ouais. Mais on va plutôt se tourner vers les États-Unis, pas vers Orange Mécanique, ni vers French Connection. Il y a quand même beaucoup de... Le choix était difficile. Ouais. Et non plus vers Superfly, hein, un des films iconiques de la Blaxploitation, avec une bande-son exceptionnelle signée Curtis Mayfield. Mais en parlant de bande-son exceptionnelle, on va vous faire écouter un petit extrait qui va peut-être, sûrement même, rappeler des souvenirs à Jackie et Carmine. Alors Jackie, Carmine, qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir, cette chanson? Moi, pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose. Ah, peut-être Carmine alors. Ah oui, mais je connais la chanson, mais le nom, ça m'échappe.
Alors en fait, c'est une chanson de Nino Rota qui est dans la bande originale mythique du Parrain, un des plus grands films, si ce n'est le meilleur film de cette année 1972, une histoire bien célèbre sur la mafia italo-américaine, hein, un véritable carton, comme la musique. Et il y a énormément d'anecdotes autour de ce film, dont on va voir un petit extrait d'ailleurs tout de suite maintenant, avec une séquence culte. Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. La mauvaise mine. Faut que tu manges. Faut que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. C'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine, alors. Je vais lui faire une offre qu'il ne refusera pas. Retourne avec les autres et amuse-toi. Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Hein. Allez, je m'en occupe personnellement. Merci. Voilà. Alors voilà une scène mythique hein, qu'on connaît tous par cœur, hein, presque, et notamment cette phrase « Je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser ». Ouais. Et donc, on sait qu'il y a des moyens de pression derrière, il y a une histoire de cheval avec la tête coupée. Enfin bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous invite à revoir le film, même s'il dure presque 3 heures. Donc c'est une trilogie formidable, hein, donc, dont le premier opus est sorti en 1972. Et il y a un lien avec le basket, parce qu'un certain LeBron James se dit fan absolu du Parrain, à tel point que pendant les finales 2016, il avait déclaré qu'il avait regardé 6 fois le film, lors de cette fameuse remontée, pendant tous les playoffs, pardon. D'accord, ok. Et justement, donc, il en parlait régulièrement, et à un moment, un journaliste lui demande qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme phrase iconique, comme citation, même comme scène qui vous a marqué, quoi. Donc, vu qu'il l'a vu une bonne dizaine de fois en tout... Vraiment, il devrait pouvoir répondre. Sauf que, je vous laisse regarder la réponse de notre ami LeBron en vidéo. Which is the scene or the moment or the phrase or the quote you like more from the movie? Oh, from The Godfather. It's too many different phrases and too many different lines in that movie to just categorize one. But which is the one which inspires you, represents you more? I mean, each movie is 9 hours long. I mean, what do you want me to do? I mean, there's so many. I don't know, I'll let you pick one and I'll roll with it. It's a great trilogy. Alors, est-ce que vous avez, Carmine, une scène culte du Parrain, une citation, quelque chose dont vous vous souvenez de ce film mythique? En réalité, j'ai jamais vu The Godfather. J'habite à New York et The Godfather a tourné pas loin de chez moi, mais j'ai pas regardé le film. D'accord. La musique, je connais l'histoire, mais je connais la vraie histoire de The Godfather, pas le film, comme un Italien à New York. Bon, vous êtes pas le seul en tout cas, Carmine. Oui, j'ai vu les vrais Godfathers. Ah oui, okay. Bah ça, c'est inégalable. Est-ce qu'il y a encore un point à évoquer, Paul? Non, je voulais juste dire que, en fait, dans ce film qui est consacré à la mafia, jamais le mot mafia ou Cosa Nostra n'est cité. Donc, il se dirait qu'il y aurait eu des pressions faites sur le réalisateur Francis Ford Coppola et les producteurs, justement, pour que les termes de mafia ne soient pas utilisés dans le film. Donc c'est la famille, voilà. D'accord, ok. Si, la famille, comme le dit assez régulièrement. Les pressions pour la mafia, c'est assez commun finalement. Je pense. Thomas, qu'est-ce qui t'a marqué toi en 72? Si on passe à la musique. On peut passer à la musique. La musique, 72, attention, il faut s'accrocher. Hein. C'est une des plus belles années du XXe siècle. Alors donc du coup, tu m'en veux pas, j'ai préparé une liste. Hein. Trop de choses. Hein. Vas-y, je t'écoute. Trop de choses. En France, déjà, posons le décor, c'est Clo-Clo. C'est Claude François, le lundi au soleil. Quelque chose qu'on n'aura jamais. Oui, on l'attend. En 72 comme en 2025, rien n'a changé. Okay. En France, qu'est-ce qu'on a? On passera à l'international après, mais c'est l'avènement de Véronique Sanson, par exemple, aussi, déjà. Mike Brandt, qui saura, Paul la chante généralement très bien, mais bon, on est un peu pris par le temps. Michel Polnareff montre ses fesses, et ça, c'est un scandale.
C'est un des plus grands scandales en France. Ça fait parler, les affiches. T'es condamné et pour ça, on ira tous au paradis. Voilà, c'est une de ces musiques iconiques de 72. Holidays aussi, donc on est au firmament de la carrière de Paul Narev. Jacques Brel, son album Ne me quitte pas. Georges Brassens, son album Fernande, dont je ne prononcerai pas forcément les paroles ici. Vous connaissez Quand je pense à Fernande. Voilà, vous connaissez probablement la suite, sinon je vous invite à aller l'écouter. C'est aussi le décès de Bobby Lapointe, par exemple. Enfin voilà, on est donc dans des périodes aussi d'avant-guerre qui résonnent encore. Okay. Takati t'a quitté, voilà. Donc là, on est vraiment pour le paysage français. Si on passe à l'international, attention, c'est du très très lourd aussi. Hein. Exemple. Bowie, Ziggy Stardust, Starman. Forcément. Là, on arrive. L'album Ziggy Stardust, David Bowie. Donc le personnage de Ziggy Stardust, personnage iconique de Bowie qui arrive, avec notamment la chanson Starman. Stevie Wonder, aussi album de Stevie Wonder, Talking Book, qui sort cette année-là, avec Superstition dessus, et You're the Sunshine of My Life, par exemple. Neil Young, Harvest, icône folk canadienne très engagée, avec Heart of Gold, Old Man ou Alabama dessus. Voilà, c'est aussi 1972, ça. Deep Purple, les deux albums mythiques de Deep Purple, Machine Head avec Smoke on the Water, ça vous dit quelque chose, ça, oh oui. Forcément. Voilà, et Made in Japan, deux albums la même année. Simon & Garfunkel, Greatest Hits, le best-of, on l'a ici. On l'a ? Vous l'avez peut-être déjà vu depuis le début de l'émission, il est là. C'est les archives personnelles, ça, ou pas ? Oui, complètement. Ah oui, c'est personnel, c'est transmis de génération en génération. Ah oui, plusieurs fois par jour. Okay. Et Carmine parlait de New York, évidemment, Simon & Garfunkel, les icônes de New York, et là on les voit poser pour le best-of, avec The Boxer en fond évidemment, hop, le vinyle qui se barre pas, et le Central Park, voilà, sur le lac adossé au lac de Central Park, voilà, évidemment. Donc c'est le best-of de Simon & Garfunkel, pourtant c'est l'année de une des années où ils sont déjà séparés, hein, mais le best-of cartonne, celui-ci précisément, sort en 72. Ça cartonne, disque de platine, même en France, je crois. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Elton John. Elton John qui vient enregistrer un de ses albums iconiques en France, dans le Val d'Oise, pas très loin de Paris, à Hérouville. Est-ce qu'en sport, il y a des choses qui t'ont marqué ? En sport, 72 ? Oui. 72, c'est... Jackie, notamment, au niveau français, va peut-être confirmer, mais c'est Eddy Merckx. C'est pas forcément la folie, Eddy Merckx, parce que c'est un des personnages les plus détestés de France aussi à cette époque-là, puisqu'il surdomine le Tour de France. Je veux dire, c'est le Lance Armstrong de l'époque. Non, parce qu'il y a quand même évidemment une crédibilité tout autre. Ça reste le meilleur coureur de l'histoire. Doublé Tour de France, Tour d'Italie en 72, un de ces trois doublés avec 70 et 74. Donc on est en plein milieu. Il gagne Liège-Bastogne-Liège, il gagne Milan-San Remo. Est-ce que Jackie se souvient qui est cette année-là son adversaire français principal sur le Tour de France? Parce que ce n'est pas Poulidor cette année-là. Poulidor gagne Paris-Nice devant Merckx, donc ça, bel exploit du début d'année. Mais le Tour de France, à la base, son adversaire français principal en 72 ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que moi, je me suis intéressée à l'époque de Jacques Anquetil, qui était mon idole. Et c'était avant. C'était un petit peu avant. Il y avait encore Poulidor, donc évidemment, le rival historique d'Anquetil, mais qu'il est encore resté un petit peu après contre Eddy Merckx. Et donc c'était Cyril Guimard. Cyril Guimard était attendu cette année-là, en 72, comme le favori français du Tour de France. Il finit très très loin. Merckx a gagné avec plus de 10 minutes d'avance, je crois, peut-être sur Ocaña, il me semble. Quel passionné de vélo, on te sent complètement dedans, là. Eddy Merckx, 72. Il n'y avait pas beaucoup de foot encore à l'époque, donc la France, dans les années 70, je pense, Jackie peut confirmer, hein, le Tour de France, c'était vraiment très important. Oui, mais ça a toujours été le plus grand événement sportif. Moi, j'ai adoré le vélo. Et si j'avais pu être coureur cycliste, j'aurais aimé. Et j'adore. Je fais toujours du vélo et j'adore ça. Ah, bravo. Toujours en activité, Jackie Chazadjon. Voilà. Autant que possible. Pour les jeunes qui nous écoutent. Jamais trop tard pour changer de spécialité. Est-ce qu'il y a autre chose Parler du foot. Oui. Saint-Étienne n'est pas encore arrivé à l'échelle française, mais c'est le. Regardez, j'ai fait l'effort quand même pour l'émission. Regarde, vous le connaissez celui-là, le numéro 14. Johan Cruyff. Voilà, Johan Cruyff. Là, on est aussi
Enfin bon, même si ça a été bien plus tard après avec les Pays-Bas, mais sa carrière de l'Ajax, 72, là on est vraiment en plein milieu. C'est la deuxième Ligue des Champions remportée du triplé de 72, 71, 72, 73. Ils battent l'Inter 2-0. Qui met les 2 buts? Johan Cruyff, évidemment. La légende. Voilà. Et qui jouait qui était le pendant de. Monsieur, nous sommes une émission de basket, donc on va pas répondre à toutes les questions foot. Johan Niskens, décédé au mois d'octobre, on s'en souvient encore. Voilà. Bon, voilà pour la rétro, et bravo messieurs, un gros boulot, la rétro globale de ce qui vous a marqué vous, hein, quand on fouille un petit peu dans les années 70. Mais maintenant, on va parler basket avec nos 2 invités dans Back to the Hype. Alors vous savez ici, ce qui nous intéresse, c'est le basket français, mais aussi le basket aux États-Unis, et ça tombe bien puisqu'on a une légende du basket français et un joueur comme Carmine Canzonetti qui est passé par le championnat de France mais qui a coaché aussi aux États-Unis, qui connaît bien la culture du basket américaine dans les années 70 et même maintenant. Donc on va avoir cette double discussion ensemble. Posons déjà un peu le contexte du basket aux USA, puisque ça reste quand même le basket d'élite, hein, quand on parle dans les années 70 et même avant, et on va en reparler un petit peu plus tard jusqu'à 2024, puisque Team USA chez les hommes et chez les femmes sont champions olympiques. Revenons sur les années 70 avec vous, Carmine, et peut-être nous parler un peu de cette période où, dans la ligue NBA et il y a aussi notre ligue ABA, mais dans cette ligue-là, on parle quand même des Lakers, on parle quand même de Will Chamberlain, je vais y arriver, et d'un certain logo Jerry West. OK. À cette époque-là, ils avaient, comme vous avez dit, deux grandes ligues aux États-Unis avec la NBA et la ABA. Les ABA a signé des joueurs comme Julius Erving et d'autres joueurs qui sont devenus des grandes vedettes de NBA. Pourtant, à peu près le même temps, les portes ont été ouvertes en France, en Angleterre, en Pays-Bas, en Italie, Espagne. Les entraîneurs sont venus chercher des Américains pour renforcer les équipes. Je faisais partie des premiers groupes des Américains qui ont joué avec les équipes françaises à cette époque. C'était un énorme changement pour moi et aussi pour les joueurs français, parce que mes coéquipiers en Nantes, des départs, tout le monde a travaillé 40 heures, 50 heures par semaine. Et après leur travail, ils sont allés à la salle pour s'entraîner. Donc, c'était pas basket professionnel. Pourtant, vous avez vu qu'ils avaient un grand amour pour le basket. Et grâce à le recrutement des Américains, beaucoup des Américains comme moi n'étaient pas souvent seulement des joueurs. On était des entraîneurs des équipes des minimes et des cadets et cadettes. Donc, on a commencé à former des joueurs dans le style américain de basket. Jackie Chazanov et moi, on a parlé de ça. Jackie a décidé de lancer les premiers stages de basket en France. On avait comme stagiaire, on avait Vincent Collet, qui était l'entraîneur de France. Il a joué là-bas à notre stage lorsqu'il avait 13 ans. Et à cette époque-là, l'équipe, comme vous avez vu les films, l'équipe de féminine de Cook était considérée les meilleurs joueurs de basket, hommes et garçons en France. C'était un autre monde. Des résultats extraordinaires. Ouais, c'était très différent. Juste, on va revenir sur le basket français un petit peu plus tard et même sur votre carrière en France, puisqu'on l'a dit en introduction, vous avez joué à Châlons et également à Nantes. Je voudrais avec Paul, peut-être qui est très fan, qui est avec nous, Paul, qui est très très fan des Lakers, peut-être revenir un petit peu sur Jerry West, qui est devenu le logo de la NBA, je crois, cette année-là. Jerry West, la légende des Lakers.
Alors oui, alors c'est en 69 en fait on s'inspire d'une photo de Jerry West pour créer le logo, même si ce n'est pas dit à l'époque. Carmine pourra éventuellement confirmer. En fait, la NBA n'a jamais dit officiellement que c'était Jerry West sur le logo. Et en fait, cette année-là, 72, c'est le premier titre des Lakers depuis leur déménagement à Los Angeles, et c'est aussi l'unique titre de la carrière de Jerry West. Donc, qui est pour certains considéré comme un perdant magnifique, parce qu'il a quand même 8 défaites en finale, dont 6 contre une franchise qu'on ne nommera pas. Les Boston Celtics d'un certain Bill Russell, c'est ça, par exemple. Et donc voilà, je voulais savoir, Carmine, comment vous le voyez, comment vous voyez sa carrière à Jerry West? Est-ce que vous l'avez côtoyé à l'époque? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Well, Jerry West, il venait d'une toute petite ville dans l'État de West Virginia, Cabin Creek. Ils avaient peut-être 4000 habitants dans son village natal. Pourtant, il était doué. Il avait des bras très, très longs et il avait une adresse extraordinaire. Une chose très importante de savoir, Jerry West a rarement dribblé avec sa main gauche. Il était toujours vers le droit tout le temps, mais quand même, il a marqué. Donc, c'est comme une traite comme un joueur avec les habiletés extraordinaires. Jerry West, je crois, si je ne me trompe pas, il a marqué à peu près, je crois, 35 tirs dans la dernière seconde pour gagner un match pendant sa carrière. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne se rend pas compte pour l'époque, effectivement, le chiffre est incroyable. Il y a une autre légende, il y en a plusieurs des légendes quand on parle des Lakers forcément, mais qui s'arrête en 72, il me semble. Il a dominé la NBA pendant des années statistiquement. C'est un homme qui a marqué 100 points dans un match NBA. On parle de Wilt Chamberlain. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire également de Wilt Chamberlain? Puissante, il peut courir, il peut sauter. Je crois qu'il avait une moyenne une année de 50 points par match, une autre moyenne de 25 récupérations par match. Il était probablement le joueur le plus doué que j'ai vu, qui était capable de dominer un match. À la fin de sa carrière, il est venu en France avec moi parce qu'il voulait voir du tennis à Roland-Garros. Donc, il est passé une semaine avec moi à Paris. Oh. Oui, il adorait le pays de France, il adorait le tennis et il aimait beaucoup de cuisine française. Vous connaissiez Wilt Chamberlain, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, et il est venu donc en France avec vous voir un match de tennis à Roland-Garros. Ouais. Paul. Ouais, c'est étonnant. Et alors, cette équipe des Lakers, qui est une équipe record finalement, parce qu'elle a enchaîné 33 victoires consécutives, ce qui, accrochez-vous bien Sylvain, n'a jamais été battue depuis. Incroyable. Je suis accroché. Je crois qu'ils ont perdu 9 matchs dans la saison. C'est ça, c'est 63-9. C'est un record qui a tenu jusqu'à 96 et les Bulls de Jordan avant d'être battus encore après par les Warriors de Curry et consorts. Mais le record des 33 victoires consécutives tient toujours. Seuls les Warriors l'ont un peu approché, mais à cheval sur 2 saisons. Je crois que c'est 28. Et après, c'est le Heat de 2013 avec 27. Mais 33 victoires consécutives, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Une équipe faramineuse, on parlait des légendes. Elgin Baylor est aussi dans cette équipe. Ah oui, non, par contre, je crois qu'il n'est pas sacré champion, parce qu'Elgin Baylor commence la saison, il est blessé, et il arrête sa carrière après quelques matchs, en fait. Il est remplacé par Jim McMillian, le fameux, aucun lien avec Nate, mais qui a fait une saison de All-Star. C'était une équipe vieillissante et qui finalement a déjoué les pronostics pour battre les Knickerbockers en finale. Qui était une revanche en plus, je crois. Qui les avait battus en 70, je crois. Oui, il y a quelque chose comme ça, on vérifiera.
Jackie, quand vous êtes en activité à ce moment-là, on parle de 72, vous êtes une joueuse du championnat de France et de l'équipe de France également. Est-ce qu'on s'intéresse au basket américain ou pas du tout? Alors moi, personnellement, je m'intéressais surtout au basket américain, et Carmine peut le confirmer. Et en dehors de l'admiration que j'avais déjà pour Carmine Calzonetti, parce qu'il avait une main gauche extraordinaire, et il est arrivé en France, c'était un shooter formidable, et puis il s'est révélé un entraîneur, et il s'est révélé un formateur pour les jeunes. Mais moi, personnellement, je me suis inspirée du basket américain des garçons pour évoluer dans le basket féminin français. Quand on parle de Carmine, vous le mettiez en avant. Lors de la saison 71-72, Carmine, vous êtes un joueur de Nantes et vous marquez 26,7 points par match. Et vous êtes 3e meilleur marqueur du championnat de National 1 à l'époque, juste derrière Jean-Claude Bonato et Elsie Bowen. Donc Jean-Claude Bonato qui jouait à Antibes et Elsie Bowen qui jouait à Tours. Voilà, pour resituer un petit peu quand même les performances de Carmine. Et je crois savoir que vous avez même joué un match pieds nus, en tout cas vous vous êtes retrouvé pieds nus sur un terrain de basket avec Nantes. On vous demandera peut-être de nous expliquer tout ça plus tard. Passons à vous, Jackie. Je sais que Thomas a beaucoup de questions à vous poser et on aurait aimé justement prendre le temps de discuter un petit peu de vous, de votre carrière, de l'impact aussi de votre passage dans le championnat de France et en équipe de France sur les futures générations et nous parler aussi un petit peu du statut de femme athlète de l'époque parce qu'on sait que les choses étaient un petit peu différentes. Oui, Thomas, pardon Sylvain. Jackie, oui, bon, on peut revenir sur l'introduction que tu as fait au départ, c'était ça, une des premières légendes du basket français, tout simplement, on peut le dire clairement. Multiple championne de France, 189 sélections, tu l'as dit, en équipe de France, multiple championne d'Europe. Après, si on reprend chronologiquement, Jackie, forcément, ça nous amène un petit peu avant 72, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter les débuts qui vous repèrent, comment vous avez été formé dans le contexte? Alors, on va arriver dans les années plutôt 60, j'imagine. Oui, moi j'ai commencé à jouer en National 1 en 1963, j'avais 17 ans. Alors, il faut dire que l'équipe de Clermont-Ferrand était déjà la meilleure équipe de France, avec Edith Tavert en particulier, Ginette Mazel, et nous avons formé le CUC en 64. Parce que il y a eu une histoire avec l'AS Montferrand. Et donc, on a perdu le titre de championne de France parce que voilà, on avait quitté le club de l'AS Montferrand pour faire le CUC. Et là, Joël Jaunet, qui était l'entraîneur de l'équipe de France, a souhaité rassembler toutes les joueuses à Clermont-Ferrand. Et donc, on a fait l'équipe de France à Clermont-Ferrand. C'est ça, oui. Clermont, fin des années 60, dans les années 70, donc les demoiselles de Clermont, c'est le surnom qui vous est resté. Oui. Pourquoi les demoiselles? Ouais. Oui. Alors, Joël Jaunet nous avait dit, si vous vous mariez, vous ne ferez plus partie de l'équipe. Alors, comme il avait trouvé des joueuses motivées pour essayer d'être au meilleur niveau européen et mondial, il faut dire qu'à l'époque, le basket féminin mondial était en Europe, c'était les Russes, c'était les Tchèques, les Yougoslaves, c'était tout ce monde-là. Et on a voulu, on a accepté de s'entraîner tous les jours, alors que précédemment, c'était plutôt du basket loisir. Mais n'empêche que Edith Tavert a dû avoir une médaille au championnat du monde, je crois. Et nous, on a eu la première médaille. Alors, on est parti de la dernière place en Europe et on a eu la médaille d'argent en 1970 à Rotterdam contre les Russes qui étaient tout à fait inaccessibles. Oui. Justement, ça me ramène, je voulais peut-être en parler, parlons-en maintenant. Quand on évoque votre nom avec les contemporains de l'époque, notamment mon père, pour ne pas le citer, voilà, il a très très vite pensé à vous. C'est une des stars même du basket de l'époque, masculin ou féminin, peu importe. Et le deuxième nom qui arrive, c'est Semenova.
Parce que Semenova, alors voilà, ça va être le moment peut-être de voir un petit peu quelle était la cartographie effectivement du basket, notamment féminin à l'époque. Semenova, donc 2,15 m, 2,20 m, star de l'URSS. Vous l'avez affronté plusieurs fois en club comme en sélection. Hein. Oui, pour vous situer, moi quand j'avais 17 ans, j'étais la plus grande de mon équipe avec mon 1,72 m. Ouais. Et à 30 ans, quand j'arrête de jouer, je suis la plus petite. Ouais. Et ça a été l'époque, les années 70, ça a été l'époque où on voulait des grandes tailles. Et donc les Russes avaient déjà des grandes joueuses, mais elles ne jouaient pas très très bien au basket. Et Semenova est une fille formidable qui est très adroite. Elle était très adroite, très intelligente, gentille. Et la pauvre, on l'a un peu massacrée dans les journaux, ce qui était terrible, parce qu'en fait, c'était une grande joueuse, en plus d'une grande taille. Elle annonce 2,11 m, mais nous, on pense qu'elle faisait pas loin de 2,20 m. Ouais. Et c'est vrai que c'était, quand on regardait le basket féminin, forcément une image qui marquait énormément. Mmh. Oui, parce qu'elle jouait intelligemment, c'est-à-dire que les Russes étaient très fortes aussi. Il faut savoir qu'il n'y avait pas que Semenova, mais cette fille a fait qu'on n'a pas pu gagner une seule finale de Coupe d'Europe. Est-ce que vous avez eu le sentiment un peu que c'était parfois justement mal relayé, un petit peu comme vous avez dit, il y avait ce côté justement était tellement grande, voilà le basket féminin, donc ça donnait un petit peu, aujourd'hui on a évidemment beaucoup plus, oui voilà, un petit peu bête de foire, c'est un petit peu l'image en tout cas qui en était donnée à l'époque. Malheureusement pour elle, elle a été un peu considérée comme ça, bête de foire. C'était un peu tragique, mais aujourd'hui les joueuses de grande taille sont un peu comme Wembanyama, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les qualités physiques et les vraies qualités de basketteuses, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Une question, justement, on parle de l'actualité du basket féminin. Les filles étaient donc finalistes des Jeux à Paris. Quel est votre avis? Est-ce que vous suivez d'ailleurs toujours l'actualité du basket féminin? Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de ce jeu, à la fois dans les morphotypes, comme peut-être dans la vitesse, et dans les aptitudes athlétiques de manière globale? J'ai un peu de mal à avoir un avis là-dessus. Notre équipe de France a été formidable aux Jeux Olympiques. Elles ont failli battre les Américaines, ce qui est exceptionnel. Maintenant, est-ce que les Américaines avaient la meilleure équipe? C'est une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, avoir cette médaille d'argent, c'est fabuleux. Thomas, oui, désolé Paul, mais enfin, Clermont, c'était un peu les Celtics de Bill Russell, finalement, à l'époque. Hein. Donc comment ça s'organise? Juste, du coup, je vous lance, Jackie, sur comment s'organisait un petit peu le championnat de France à cette période. Racontez-nous un peu. Oui, donc ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on pouvait gagner 120 à 20. On pouvait gagner 90 à 30. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de compétition pour nous en France. Si on voulait atteindre le niveau européen, il fallait jouer contre des garçons. Donc, on a commencé beaucoup de matchs contre les hommes, les juniors, hein, plutôt les juniors, pour avoir de la résistance et avoir de la compétitivité, quoi. En équipe de France, si je ne me trompe pas, vous faites partie de la première équipe de France féminine à se qualifier pour des Jeux Olympiques. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Corrigez-moi. Par contre, il faut en parler parce que les Jeux Olympiques pour le basket féminin, c'était 1976. À Montréal. À Montréal. C'était l'année où moi, je souhaitais arrêter ma carrière. Et l'équipe de France a été aux qualifications, c'est-à-dire, voilà, il y avait seulement 2 places à gagner, mais il n'y avait que 6 équipes. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre en... On était dans les 6 meilleures équipes du monde et il a fallu un poil, un panier, 3 fois rien, et on n'a pas été qualifiés. Donc, on n'a pas fait les Jeux Olympiques, mais on a fait les qualifications. Et puis voilà, c'était la première fois. Il n'y avait que 6 équipes, c'était délicat, quoi.
si on élargit à la place de la femme dans le sport à l'époque, dans la société, ça, je pense que vous allez pouvoir aussi nous en parler très bien. Alors, Nicolas de Virieu a fait un très beau film qui est sorti en novembre sur un documentaire sur notre équipe et ce qu'on a représenté dans les années 70. C'est-à-dire que c'était l'époque où on passait à la télé énormément sur les chaînes gratuites. Hein, et donc, toute la France nous connaissait et tous nos matchs de Coupe d'Europe passaient à 9 h du soir. Donc, on avait une notoriété exceptionnelle. C'était la première fois, je pense, qu'une équipe de sport collectif avait des résultats, que ce soit les garçons ou les filles. On a été celle qui était toujours numéro 2 derrière les Russes. Malheureusement, on n'a pas de médaille. Enfin, on a eu celle de Rotterdam quand même. Deuxième en Europe, c'était bien. Mmh. Et on a représenté quoi? Un peu de... c'est vrai qu'il a fallu résister un peu aux habitudes. Hein. À 24 ans, il fallait être marié, avoir des enfants. C'était pas ce que nous voulions, nous voulions nous réaliser dans le basket. Et quand on dit que vous avez été une vraie pionnière, enfin, le mot n'est évidemment pas trop fort, quoi. Oui, il y a toujours des générations où il y a des pionniers ou des pionnières. Oui, je pense que du fait de nos résultats, on a été pionnières. Oui. Jackie Chazalon, légende du basket français, on pourrait parler des heures avec vous de votre carrière et de tout ce que vous avez fait après, notamment des camps de basket, on va en parler. Je voulais simplement rappeler, moi, votre palmarès immense. On a parlé de 189 sélections en équipe de France. Il y a 9 titres de championne de France entre 68 et 76. Et il y a, je compte, 4 titres de vice-championne d'Europe, 71, 73, 74 et 76 et en 99, donc un conglomérat de journalistes et les meilleurs, bien évidemment, vous élisent donc légende et meilleure basketteuse du XXe siècle. J'ai entendu parler de Vincent Collet de vos camps de basket il y a quelques minutes. Je voudrais qu'on reprenne un petit peu le fil de cette discussion. Vincent Collet, ancien sélectionneur de l'équipe de France, multimédaillé. On ne va pas représenter Vincent Collet ici, une très très grande carrière de joueur et d'entraîneur. Il est passé par vos camps de basket, c'est ça, hein? Alors, oui, je vais commencer, puis Carmine continuera. En fait, Carmine m'a beaucoup motivée pour monter ces camps de basket. Grâce à lui, j'ai eu l'occasion d'aller en Amérique voir comment ça se passait. Donc, quand j'étais complètement éblouie par les camps américains, où il y avait toujours un champion et des jeunes, et des bons coachs. Okay. Voilà, et donc on a parlé avec Carmine et il m'a beaucoup motivée pour créer les premiers camps de basketball en France. Vincent Collet y participe. Je ne sais pas si vous avez encore ces souvenirs, mais quel jeune homme vous avez en face de vous à ce moment-là? Carmine va le dire. Est-ce que tu veux parler, Carmine? Oui. On a commencé ce stage dans le Midi. Et on a été si acté sur le basket, on a oublié qu'il faisait très, très chaud là-bas. Après la première journée du stage, tous les stagiaires étaient peut-être presque morts. On a dû complètement changer notre emploi de temps. On a tout alléger un petit peu le programme. 45 minutes pour de l'eau. OK. Mais quand même, les joueurs, les premiers stagiaires, je crois 20 ans étaient parmi les premières années qu'on a lancé. Il était même élu les meilleurs joueurs de 13 ans dans le stage. Et on a vu Jackie et on a dit, on a trouvé quelque chose d'extraordinaire que des joueurs, malgré la chaleur, ils voulaient quand même continuer de s'entraîner sur des fondamentaux de basket. Chaque année, elle a presque doublé le nombre des stagiaires
on a fait venir des entraîneurs américains et aussi des grandes vedettes françaises comme Alain Gilles et d'autres. Et le stage est devenu le plus important stage de basket. Tony Parker est venu aussi dans le stage. Tony Parker senior ou plein d'entraîneurs et c'était maintenant, je crois, le niveau que tout le monde souhaite lorsqu'il veut lancer un stage de basket. Donc pionnier aussi dans l'organisation de camps et de stages de basket. C'est vrai que ça se faisait très peu à l'époque. Dans un précédent numéro, on avait reçu aussi Jean-Michel Sénégal qui organisait aussi des camps de basket en France. C'est vrai que vous faites partie de cette génération qui a permis aux jeunes, aujourd'hui ça se fait tout le temps, de pouvoir avoir pendant les vacances scolaires des camps, avoir aussi l'opportunité de discuter avec des joueurs pros. Donc c'est aussi grâce à vous que certains jeunes profitent maintenant de ce type de contenu. On va continuer à parler basket un petit peu plus tard ensemble, Carmine. On va revenir vers vous pour discuter un petit peu de cette finale. Parce que quand on parle de 1972, on parle forcément des Jeux de Munich et on parle aussi de cette finale entre USA et URSS. On reviendra avec vous sur ce sujet un petit peu plus tard. On va garder avec nous Jackie pour parler des Jeux de Munich. Vous n'y étiez pas, mais j'aimerais quand même avoir votre sentiment sur ce qui a pu se passer. On lance la chronique ensemble, messieurs ? Allez, Hype Stories tout de suite et on continue à discuter. « 1972, c'est également les Jeux Olympiques de Munich, tristement célèbre cette quinzaine du côté de l'Allemagne. On va faire un petit point sur tout ce qui s'est passé sur le plan géopolitique et également sur le plan sportif. Vous inquiétez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, avec Éric Champel, ancien journaliste de l'équipe et auteur du livre « Les fantômes de Munich ». Bonjour Éric. Bonjour. Éric, merci beaucoup de prendre votre temps. On voit la couverture de votre livre à l'antenne. J'aimerais déjà revenir un petit peu sur ce livre qui est disponible un petit peu partout. Vous en êtes l'auteur. D'où a-t-il pris sa source et pourquoi c'était important pour vous de revenir sur ce pan de l'histoire ? D'abord pour des raisons personnelles, mais surtout parce que Munich 72, d'abord, c'est un cold case, on ne sait pas toujours pas ce qui s'est réellement passé, puisqu'il y a une commission d'historiens qui est chargée de faire toute la lumière encore là-dessus. Et puis l'idée, c'était de le mettre en perspective par rapport à Paris 2024, puisque on n'a jamais autant parlé de terrorisme qu'avant les Jeux de Paris 2024. Il y a eu les attentats du 7 octobre 2023 qui sont quelque part une espèce de malheureuse copier-coller de ce qui s'était passé à Munich en 72. Et puis aussi, on n'a jamais autant parlé de dérives fascistes que ces derniers temps. Donc forcément, je pense qu'il y avait Munich et Paris, et il y avait quelque chose à mettre en perspective. Les fantômes de Munich, disponibles aux éditions Solar. Revenons un petit peu en 1972 et le contexte donc de ces Jeux de Munich. C'est pas la première fois que les Jeux ont lieu en Allemagne. La fois précédente, plutôt, c'était en 1936, dans une époque très, très particulière. On souhaite, quand on accueille les Jeux de Munich en 1972, que ces Jeux puissent être les Jeux de la joie et de l'allégresse. Remettez-nous un petit peu en contexte, justement, au niveau de ce souhait, de cette opportunité, justement, que possède Munich et l'Allemagne. Déjà, il faut replacer dans son contexte qui est celui d'une guerre froide. On est au cœur de la guerre froide, donc vous en parlerez tout à l'heure au travers du match URSS-USA. Et pour les Allemands, donc, il y a eu les Jeux de 36, et puis c'est 27 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour les Allemands, c'est un enjeu très important de montrer une image d'un peuple allemand beaucoup plus positif. Il y a une idée de pardon, de réconciliation par rapport à l'opinion publique internationale, par rapport à ce que l'Allemagne est devenue ou ce qu'elle croit qu'elle est devenue. Et c'est ce qui explique pourquoi les Allemands, les organisateurs et la police et tous les gens qui étaient impliqués dans les Jeux n'ont pas voulu voir la triste réalité, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des attentats terroristes de par le monde, il y avait déjà eu des alertes et il y avait des
des mesures qui nécessitaient d'être prises au niveau de la sécurité, qui ne l'ont pas été. Donc les Allemands ont été obnubilés par l'idée de présenter des jeux qui soient joyeux, fraternels, et ont complètement oublié de se soucier de la sécurité et des menaces dont les services secrets avaient eu vent. Et arrive cette journée tristement célèbre du 5 septembre 1972. Est-ce qu'on peut, avec vous, Eric, se remettre un petit peu, justement, toute la chronologie des événements? C'est que tôt le matin, 4h30, il y a 8 terroristes palestiniens du groupe Septembre Noir qui sont en survêtement avec des sacs de sport dans lesquels ils ont des kalachnikovs et qui s'introduisent sans aucun problème dans le village olympique et qui vont, après quelques péripéties, mais qui vont dans les appartements occupés par la délégation israélienne. Ils tuent 2 membres de la délégation lorsqu'ils rentrent dans l'appartement. Ils en prennent 9 autres en otage et ils menacent d'en tuer un toutes les heures si leurs revendications ne sont pas satisfaites, à savoir la libération de 34 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Évidemment, le gouvernement israélien n'acceptera jamais. Donc, il y aura toute une longue journée de négociations, d'ajustements, de demandes renouvelées, de nouvelles exigences pour qu'au final, les terroristes avec les otages acceptent de se rendre à l'aéroport militaire qui est situé à 25 km de Munich et où là, l'assaut désordonné est donné par la police allemande. Donc tous les otages, les 9 otages restants sont tous tués, 5 terroristes sont tués ainsi qu'un policier allemand. C'est un effroyable massacre qui, une fois encore, n'est toujours pas complètement éclairci. Mais c'est la journée la plus noire de l'olympisme, puisque si les Jeux sont entre parenthèses pendant 36 heures, après une cérémonie de recueillement au stade, Avery Brundage, qui est le président du CIO, annonce que the games must go on, les Jeux doivent continuer, et donc malgré le deuil, malgré tout ce qui s'est passé, les Jeux continuent et vont à leur terme. Les Jeux vont à leur terme et donc ça donne effectivement un sentiment assez mitigé, assez partagé de la part de toutes les personnes présentes, que ce soit les entraîneurs et bien sûr les athlètes. On se rappelle aussi qu'en 1972, on est dans un autre temps quand il s'agit de faire de l'information et de donner de l'information. 2, et voire même plusieurs journalistes, mais on en a retenu 2 ici, Pierre Salviac et Charles Bietri, étaient donc des jeunes journalistes à l'époque en charge de couvrir donc les événements sportifs et ils se retrouvent confrontés justement à cette situation. On a isolé quelques-uns de leurs témoignages a posteriori de la manière dont ils ont vécu justement ces événements et dont ils ont été finalement les premiers responsables dans l'idée de donner de l'information en France. On les écoute et puis on commente ça ensemble, Eric. Oui, 6h30, réveillé, toute l'équipe de France Inter. J'étais à cette époque-là avec Brouchon, avec Émile Toulouse, avec Thierry Roland. On est réveillé en sursaut par Paris, parce que l'information, elle nous vient de Paris en fait. Un Israélien aurait été tué, un autre enlevé, et l'on ignore encore s'il y a eu des blessés. C'est le desk à Paris qui a été le premier informé de ça. Et nous, on arrive sur place à 7h du matin. Quand je dis on arrive sur place, c'est qu'autour du village, il y avait un promontoire et nous étions séparés de l'endroit où les Israéliens étaient tenus en otage que par un grillage. Je me réveille, il doit être midi, et je sors tranquillement pour aller au bureau, et là je sens quelque chose de différent. Il y avait des gens un petit peu qui couraient, les gens se parlaient pas, il y avait comme une atmosphère d'orage sur la ville, et je sens quelque chose. Je devine évidemment pas de quoi il peut s'agir, mais là, je me souviens que je commence à marcher doucement vers le bureau, puis à accélérer, puis à courir, puis à sprinter, puis à courir comme un fou vers le bureau. Et je rentre dans le bureau, je dis qu'est-ce qu'il y a, il y a quelque chose. Elle me dit oui, t'as raison, tu pouvais dormir toi. Il y a une prise d'otage. Eric, vous étiez journaliste. On imagine qu'en 1972, le travail d'investigation et d'information est compliqué à réaliser.
Oui, alors j'étais pas encore journaliste, j'étais un jeune adolescent. Ce qu'il faut savoir par rapport à Munich 72 et à l'information et à la manière dont elle a circulé, c'est la première fake news de l'histoire de la presse, puisqu'il y a un soi-disant porte-parole du comité olympique qui annonce à la presse que tous les otages sont sains et saufs. Donc il y a des journaux allemands qui ont fait leur une en annonçant que les otages sont sains et saufs. Et puisque vous parlez de Charlie, pour qui on a une amicale pensée, puisque tout le monde a eu vent de ses problèmes de santé. Donc Charles Bietri, qui est à l'AFP à l'époque, se retrouve, ce que je raconte dans le livre, avec une des sorties de l'aéroport militaire de Fürstenfeldbruck. Et il est avec Robert Fils, qui est un reporter à l'Express et qui a été mandaté par sa rédaction pour vite venir couvrir les événements parce qu'il est germanophone. Et à un moment donné, ils ont entendu évidemment des détonations, ils ont entendu des coups de feu pendant plusieurs heures. Et à un moment donné, sort une Mercedes noire par cette porte et il sort de là le maire de Munich que Robert Fils a interviewé quelques mois plus tôt, et donc il le connaît et donc il lui demande en allemand mais qu'est-ce qui se passe, et c'est là que le maire de Munich lui dit ils sont tous morts. Donc après Charles Bietri trouve une voiture et comme il est à l'AFP, lui il donne l'information au desk à Paris qui la valide, et donc le scoop de l'annonce du fait que tous les otages ont été exécutés reviendra à l'AFP et au scoop de Charles Bietri, avec l'aide évidemment de Robert Fils, qui lui, malheureusement, comme il travaillait pour un hebdomadaire et il n'y avait pas du tout Internet ni les réseaux sociaux à l'époque, était complètement démuni pour annoncer la mort des otages. C'est du moins comme ça qu'il me l'a raconté. Et du coup, l'info donc est diffusée mondialement. Elle arrive bien évidemment en France. Jackie, est-ce que vous vous souvenez de ce jour précisément et de la manière dont vous avez appris les événements tristes du côté de Munich? Non, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais bien sûr, j'imagine qu'on était tous catastrophés. Que ça puisse se passer dans les Jeux Olympiques nous paraissait irréel. Mais je n'ai pas de grands souvenirs, si ce n'est que, bien sûr, c'est gravé dans nos mémoires. Vous l'avez mentionné, Eric, les Jeux auront pris quelques heures après, je crois 24 heures, 36 heures après, merci de la précision. Est-ce qu'il fallait reprendre ces Jeux? Ça, on ne sait pas, mais justement, vous le racontez dans ce livre. Est-ce que ça a été une décision facile ou difficile à prendre de la part justement des officiels? Apparemment non, tel que c'est relaté, et on ne peut que le déplorer. Bon, il faut quand même insister sur un point. On parle là de l'histoire du monde quand même, c'est-à-dire que on a célébré il y a quelques jours la libération du camp c'est Birkenau, je crois. Oui, en Israël, oui. Pardon. Il ne faut pas oublier que 27 ans après la fin de la Shoah, du sang juif, du sang israélien a coulé sur le sol allemand. Je veux dire, on est là dans une noire répétition de l'histoire du monde. Et évidemment qu'il fallait arrêter les Jeux en signe de deuil, et surtout, je crois, c'était une forme de compassion obligée vis-à-vis de la symbolique de cet attentat terroriste. Et puis, il faut ajouter que 72, c'est véritablement une bascule pour les Jeux, puisque d'abord la violence rentre dans l'enceinte olympique, c'est la trêve olympique est brisée, et puis il ne faut pas oublier que ça marque aussi une bascule. En 76, il y a le boycott des pays africains à Montréal. En 80, c'est les Américains qui ne vont pas à Moscou, et en 84, les Russes qui ne vont pas à Los Angeles. Donc
Donc, je crois que dans l'histoire des Jeux, à plusieurs niveaux, ce qui s'est passé à Munich est une bascule, un point de bascule. Thomas, une question pour Eric? Oui, non, mais c'est ça, Eric, pour prolonger ce que vous venez de dire, la politisation du sport, quoi. Est-ce que c'est vraiment... Alors, on parlait de 36, Berlin, bon, c'était sans doute la première politisation du sport, bien sûr, et là, peut-être la politisation du sport de l'ère moderne, peut-être, qui a commencé à Munich 72, malheureusement. Ouais, je pense qu'à pas mal de niveaux, c'est effectivement... D'une certaine manière, c'est le sport business qui l'emporte, c'est-à-dire que the games must go on, ça dit bien ce que ça veut dire. Après, il faut savoir par qui ça a été dit. Avery Brundage, vous parlez de 36. Avery Brundage était quand même président du comité olympique américain en 36. Bon, c'est quand même lui qui avait poussé pour que les Américains participent à ces Jeux. N'oublions pas, c'est les Jeux du triomphe de Jesse Owens. Donc, Avery Brundage ne s'est jamais caché de ses sympathies nazies. Il a d'ailleurs terminé sa vie à Garmisch-Partenkirchen et il a épousé d'ailleurs une princesse allemande. Mais oui, 72, c'est une bascule. Parce que c'est effectivement, pour moi, le début de l'avènement du sport business, de l'exigence des télés. Il fallait continuer à montrer du spectacle, le spectacle du sport. Et depuis ça n'a fait qu'empirer, alors que la raison commandait d'arrêter les Jeux. C'était la moindre des choses. Et dans l'autre sens aussi, la prise de l'événement par des terroristes, je veux dire, justement pour profiter de l'événement, pour faire passer aussi les messages, malheureusement dans les deux sens du coup. Oui, tout à fait, mais il y avait déjà eu des attentats terroristes. N'oublions pas qu'il y a eu des mouvements terroristes un peu partout en Europe. En Allemagne, c'était la bande à Bader. D'ailleurs, les historiens sont à peu près d'accord pour dire que Ulrike Meinhof avait été rajouté à la main sur la liste des prisonniers à libérer. C'était les demandes des preneurs d'otages et des terroristes de Septembre Noir. Il y avait aussi les brigades rouges en Italie. Donc c'était vraiment le début de la... Oui, il y avait une vraie montée du terrorisme en Europe. Et le sport, pour la première fois, est au cœur de ça. Ce qu'on retrouvera là aussi des années plus tard. Il ne faut pas oublier que les premiers morts ou les premières victimes des attentats de novembre 2015, c'est aux abords du Stade de France et c'est le soir de France-Allemagne. Bien sûr. Le sport, justement, a quand même cité lors de ces Jeux Olympiques, puisque c'est les Jeux Olympiques de Mark Spitz, quand même l'Américain, 7 médailles d'or. Traditionnellement, la natation débute toujours aux Jeux Olympiques, donc les 7 médailles d'or étaient acquises quand le 5 septembre est arrivé. D'ailleurs, Mark Spitz a été très vite exfiltré pour ne pas faire partie de potentiels otages et donc victimes. On peut aussi mentionner Guy Druth, qu'on connaît bien ici, qui atteint quand même la finale du 110 mètres haies, qui se classe deuxième de cette finale olympique lors de ses premières Olympiades. On va vous remercier, Eric. Merci beaucoup pour tout cet éclairage historique. C'était important quand même de le mentionner. Pour tous ceux qui seraient fans de cette thématique des Jeux Olympiques de Munich, il y a beaucoup de contenu dans le livre d'Eric qu'on peut donc reciter, Les Fantômes de Munich aux éditions Solar. Et puis il y a pas mal aussi de podcasts. On vous a passé d'ailleurs un extrait d'un podcast de Radio France. Donc je vous invite bien sûr à vous documenter sur cette période. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. Très bonne soirée. Nous, on va continuer. On va remercier également Jackie Chazalon, légende du basket français, d'avoir été avec nous dans Hype. Quelle est l'actualité actuellement, Jackie? Pardon? Quelle est votre actualité? Vous êtes proche du basket ou non? Non, moi je suis une retraitée. Ok. Retraitée, je prends du plaisir tous les jours et je ne travaille pas beaucoup. Bon, c'est déjà pas mal. J'aimerais être comme vous dans quelques années, même voire maintenant. Voilà. Merci beaucoup d'être passé dans Hype. Merci, bonne soirée. Merci également. Merci. Salut Carmine. Salut.
Et l'autre grande histoire de 1972, on a repris les Jeux après donc, les attentats, on en a parlé longuement avec Éric Champel, c'est cette fameuse, et ce fameux match d'ailleurs, URSS-USA, qui reste encore dans les mémoires pour le basket américain et même le basket de manière globale. On va parler bien sûr de ce match et de cet événement, mais on va aussi se remettre un petit peu en contexte historique et géopolitique. Et pour cela, on va accueillir François Doppler, Speranza. Bonjour François. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être dans Hype. Vous êtes maître de conférence en histoire et culture des États-Unis à l'Université de Lorraine à Nancy et également enseignant à Syracuse University. On voudrait justement profiter un petit peu de vos travaux sur la thématique justement de la géopolitique et du sport aux États-Unis et aussi en Europe pour remettre un petit peu en contexte quand on est en 1972 deux places fortes du sport et de la géopolitique, donc la Russie et les États-Unis, enfin l'URSS pardon et les États-Unis. Oui, c'est l'URSS, c'est pas, oui. et pas la Russie, hein, vraiment. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut commencer par l'année 72 en elle-même. C'est vraiment une année charnière aux États-Unis. Nixon est sur le point d'être réélu, il est président, donc on connaît son destin. Mais c'est vraiment une suite d'événements stratégiques qui redéfinissent les rapports de force sur le plan mondial. Alors, on est en période de guerre froide, hein, mais la période de guerre froide, elle commence, je pense, surtout en 1957 pour cette question-là, pour cette montée des tensions, parce que les Russes, enfin les Soviétiques, ont envoyé ont mis en orbite Sputnik, et ça a été un gros choc pour les États-Unis. On s'est rendu compte subitement qu'aux États-Unis, on avait des manques au niveau de l'éducation, on n'avait pas mis les moyens dans la recherche technologique. C'est de là que sera d'ailleurs que viendra la NASA. On aura beaucoup plus d'intérêt pour l'investissement dans les technologies qui nous permettrait de revenir dans la course face à l'URSS. Alors ça c'est 1957, on a la fin de la présidence Eisenhower, et ensuite on a au début des années 60, on a la décennie qui commence, qui s'ouvre avec Kennedy. Mais Kennedy, la présidence de Kennedy, bon, elle est assez connue, surtout parce qu'il a été assassiné en 63. Mais on a la crise des missiles de Cuba en 62 qui déjà montre qu'on a vraiment envie d'en découdre. Donc ça fait partie de ces éléments-là. On a une course vraiment à l'armement, course vers l'espace, qui va perdurer jusque dans les années 70. Alors ça, c'est au niveau géopolitique. Maintenant, sur le plan intérieur, les États-Unis sont aussi extrêmement contestés. On est en pleine guerre du Vietnam, qui a démarré dans les années 60. D'ailleurs, qui a démarré à cause de la France, hein, faut pas l'oublier. Mais cette guerre du Vietnam, elle a amené pas mal de mouvements de contre-culture. Alors, on a cité tout à l'heure, en début d'émission, certains artistes. Ils sont tous le produit, finalement, de cette opposition au système en place. C'est une jeunesse, surtout, qui a vu l'assassinat d'un président, qui a vu ensuite l'assassinat de Martin Luther King, qui a vu l'assassinat de Robert Kennedy, qui était un grand espoir quand même notamment pour les droits civiques, et des changements par des lois pour reconnaître le droit de vote des minorités afro-américaines, pour reconnaître et pour mettre fin de manière officielle à la ségrégation, mais qui sont en fait une reconnaissance officielle de ce que les États-Unis ont pratiqué depuis si longtemps. En revanche, c'est pas parce que officiellement on a voté des lois que les choses se traduisent immédiatement par des résultats concrets, et on le sait d'ailleurs à travers le sport. Donc on a cette opposition, ce mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam. On a ensuite, en 68, on en a pas beaucoup parlé, mais ce point levé de Tommie Smith et John Carlos, c'est assez amusant parce qu'on parlait tout à l'heure de médiatisation et de visibilité, ce qu'on peut voir justement dans les médias. Et là, c'est vraiment une image forte, très forte. C'est la première fois qu'on voit ça, même si on savait que ça allait se produire. C'est pas une surprise. On sait que dans les vestiaires, Jesse Owens était présent et a essayé de les empêcher de faire ce mouvement-là. Mais ils ont décidé justement de montrer au monde entier quelles étaient leurs conditions à la maison, en essayant d'expliquer que quand ils rentrent à la maison, eux n'ont pas d'emploi.
contrairement à d'autres individus. Donc c'est vraiment une période de grand tumulte à l'intérieur des États-Unis. On peut aussi citer en 1969 les révoltes de Stonewall, parce que il y a aussi forcément, quand il y a des mouvements de contestation, il y a une répression policière, et la répression des premiers mouvements qu'on appelle aujourd'hui LGBT se sont passés en 69. Donc on a toute cette accumulation de crises, d'émeutes qui bouleversent les États-Unis, et comme les États-Unis sont un pays qui aime bien se mettre en scène, quelque part, et qui se montre justement aux yeux du monde entier, à travers une politique culturelle, à travers des images qui sont retransmises dans le monde entier, à travers une presse aussi. On a très peu parlé du rôle de la presse, et notamment de la presse sportive. Sports Illustrated, c'est initialement un journal qui a été financé par la CIA pour donner une image des États-Unis à travers le monde. Donc toutes ces choses-là, finalement, le monde entier le voit. Et la conséquence, c'est qu'on a des pays de l'Europe de l'Ouest qui sont un petit peu voilà, ils basculent, parfois ils sont plutôt atlantistes, parfois ils se disent revenons dans une position de neutralité. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les soviétiques s'en servent de cette image dégradée des États-Unis à travers le monde. Dernier point, juste pour 72, et c'est ça qui est, on en parle très peu. Le point levé des deux athlètes à Mexico City a été reproduit à Munich. Et ça, on en parle très peu, c'est assez amusant, mais parce que justement, le CIO avait tout verrouillé. Alors ça avait très bien été dit tout à l'heure, le CIO était dirigé par un individu assez particulier, pour ne pas dire pire. Son petit surnom, c'était quand même Slavery Avery. Donc voilà, on n'a quand même pas forcément quelqu'un de très sympathique en face de soi. Voilà, sa réaction, le fait de ne pas pouvoir faire de deuil lors de ces Jeux en 72 montre bien qu'il y a une orientation, et une orientation unique, c'est celle de continuer à développer le mouvement olympique comme mouvement profitable. François, merci pour cette mise en contexte très, très complète. Et c'est justement dans ce contexte-là que les États-Unis et donc l'URSS s'affrontent en finale olympique. J'ai envie de vous poser quand même cette question sur l'importance de ce match et donc de cette victoire potentielle de l'une ou de l'autre équipe, on connaît l'histoire, avant même que le match ait lieu. En quoi le contexte géopolitique s'invite en fait dans cette volonté farouche de devenir champion olympique 1972 ? Les États-Unis sont à ce moment-là, ont un besoin, c'est de ne pas donner l'image d'une nation déclinante, d'une nation qui commence à perdre de plus en plus. Et en fait, ce match-là, quand on arrive, alors il y a d'abord eu une domination soviétique, je crois, puis une domination américaine du match, puis on revient à une sorte d'équilibre. Et l'Union soviétique n'avait pour l'instant pas gagné de finale olympique face aux États-Unis. C'était la nation dominante. Donc subitement, si on devient une nation qui est déjà en déclin et qui donne l'image d'être en déclin et qui va perdre ce match, à ce moment-là, les conséquences seront très importantes. Il y a un autre élément qui se joue, c'est celui de la concurrence des modèles entre le basket FIBA, d'une part, et le basket NBA d'autre part. J'étais assez surpris d'entendre que dans les années 50-60, Jackie Chazalon était émerveillé par les basketteurs américains, sachant que la plupart du temps, en Europe, on jouait un basket européen. Et c'est bien là tout le sens justement de cette intervention du président de la FIBA, comment s'appelait-il, R. William Jones, je crois, qu'on a accusé d'être à la solde des soviétiques, mais son intervention, c'était d'essayer de redonner un petit peu de lustre au basket FIBA face à la domination états-unienne. Donc, perdre ce match pour les États-Unis, ça voulait dire d'une part montrer au monde entier qu'on était
effectivement sur les déclins, et puis il y a eu quand même une crise économique assez forte aux États-Unis dans les années 70, une remise en cause des mœurs, tout le New York qu'on voit dans les années 80, graffé de partout avec des bâtiments en pleine décrépitude, c'est que des villes entières ont fait défaut financièrement. Donc c'était vraiment un pays qui était sur le déclin, mais qui ne pouvait pas non plus l'assumer. De l'autre côté, c'est cette concurrence de modèles entre deux types de basket qui va perdurer. Et d'ailleurs, on le sait, hein, à la fin des années 70, la Yougoslavie s'en mêle, et avec les boycotts en 80 et 84, effectivement, ça fausse un petit peu la donne, mais les Américains en 88 ne vont pas gagner la médaille d'or non plus. Donc, en basket, j'entends. Oui. Donc voilà, donc ça fait partie de ces choses-là où ça donne une idée de ce qui va se passer dans les années à venir. Le sportif, maintenant, ensemble, allons-y tous ensemble. Revenons un petit peu sur justement la différence d'approche entre les équipes américaines, l'équipe américaine et l'URSS. Faut savoir déjà que l'URSS, à ce moment-là, est championne d'Europe, donc ça fait partie quand même des meilleures équipes européennes. Et c'est une équipe représentée par des joueurs qui sont déjà professionnels, essentiellement issus du Dynamo Moscou ou du CSK Moscou, donc la division reliée à l'armée et l'autre division reliée à la police quand on parle de l'Union soviétique, là où les Américains sont tous des joueurs amateurs, donc issus du système universitaire sélectionné pour représenter leur pays. Donc il y a déjà quand même une différence à ce niveau-là. Les Russes arrivent avec une génération très aboutie des joueurs avec un certain âge, notamment les frères Belov, qui sont donc des leaders sur le plan européen, là où les Américains se présentent sans leurs meilleurs joueurs universitaires, et je vais en citer deux, Julius Erving, qui est passé pro et qui n'a pas fini donc, sa saison universitaire, qui a rejoint l'ABA pour donc, lancer sa carrière pro, et un certain Bill Walton, le meilleur joueur du pays à l'intérieur. Le regretté, oui, qui a fait une très grande carrière NBA Hall of Fame aujourd'hui, qui n'a pas souhaité rejoindre la sélection olympique puisqu'il ne s'entendait pas avec le sélectionneur Ibe Hank. Donc voilà un petit peu le contexte quand on parle de ces deux équipes. Oui, gros différentiel d'expérience. Exactement. Elles arrivent donc toutes les deux en finale avec des tournois plutôt réussis. L'URSS bat l'Italie, si je ne dis pas de bêtises. Non, le Porto Rico ou Cuba. Voilà, on va y arriver, je crois que c'est Cuba, quelque chose comme ça. Et les États-Unis battent l'Italie facilement. Voilà, donc les deux équipes se rejoignent en finale. On est le 10 septembre 1972, donc on a bien sûr repris les Jeux après cette fameuse journée du 5. Et donc ça affronte deux équipes, deux légendes. On va aller tout de suite sur la fin de match ou on parle peut-être un petit peu de ce qui s'est passé avant? Alors là, non, alors je vous laisse le choix. Oui, comme on le disait avant, c'est vrai que c'est d'abord les Russes qui ont dominé, et puis après les Américains qui ont décidé finalement de prendre les choses en main en respectant moins les consignes et en faisant un peu du jeu un contre tous, quoi. C'est ça. Et ça paye, ils recollent, il manque même de l'emporter avant ce dénouement dont on se souvient tous, même si on n'était pas encore vivant à l'époque. Un match très physique, très âpre, il y a des joueurs qui sont expulsés. C'est vrai que les Russes l'URSS mène à la mi-temps. Et derrière, ensuite, comme tu l'as dit, les joueurs prennent un petit peu leur destin en main et puis recollent jusqu'à ce qu'une grosse faute soit faite sur un certain Doc Collins qui arrive donc dans les dernières secondes du match avec 2 lancers francs. Il y a -1, il me semble, pour les États-Unis. Les 2 lancers francs sont réussis. Mais c'est là où l'histoire a plusieurs versions. L'URSS aurait demandé temps mort. Avant les 2 lancers. Avant justement les 2 lancers francs pris et réussis par Doc Collins. Et c'est là où s'ensuit tout un pataquès avec des décisions prises, non prises, les arbitres qui sembleraient être influencés par les officiels de Jeux Olympiques et donc de la FIBA. On a cité le nom du président de la FIBA tout à l'heure. Et tout simplement, on décide non seulement d'accorder un temps mort, mais on décide aussi de changer les joueurs alors qu'on n'avait pas le droit, etc. Donc il y a beaucoup de décisions un petit peu louches. On est en fin de match, il reste 3 secondes, remise en jeu et problème de chrono intervient.
Donc, deuxième remise en jeu. Et sur cette deuxième remise en jeu, passe longue, dans les mains de Belov d'ailleurs, qui réussit à marquer un panier au buzzer et donc fait gagner les États-Unis, les Soviétiques, pardon, de cette manière. Voilà un petit peu donc le contenu un petit peu résumé. Ça a fait beaucoup parler. Une réclamation sera posée dans la nuit, mais elle n'aura jamais été validé. L'arbitre d'ailleurs même de ce match ne signe même pas la feuille parce qu'il n'est pas OK avec le scénario. Et l'histoire raconte que les Américains n'ont jamais récupéré, déjà n'ont pas été sur le podium et n'ont pas récupéré leur médaille d'argent puisque pas OK avec le scénario du match. Voilà, l'un des matchs les plus controversés de l'histoire. François, vous qui êtes proche encore de la culture américaine, est-ce que c'est un match dont on parle encore et qui quand même meurtrit un petit peu le cœur des fans de basket aux États-Unis? Alors, tout à fait. Alors, déjà, sur la question de la médaille qui n'a pas été récupérée, c'est pas l'histoire qui le raconte. C'est vrai qu'ils n'ont pas récupéré leur médaille, mais ça fait aussi partie de ce narratif de protestation. Donc c'était nécessaire aussi pour eux de ne pas aller la récupérer, sinon quelque part aller récupérer leur médaille d'argent validait le résultat en lui-même. Et dans un moment de contestation, comme les années 70 on peut le voir, de fragilité des États-Unis, c'était important de ne pas aller récupérer cette médaille. Aux États-Unis, on l'a perçu vraiment comme un acte de trahison de la part du CIO. Ils envoient alors le CIO a reçu des centaines de lettres de la part de spectateurs et d'ailleurs pas forcément de fans de basket. C'est simplement l'idée que ces organisations internationales dont fait partie le CIO ne seraient plus finalement favorables ou n'écouteraient plus, n'auraient plus l'oreille les États-Unis n'auraient plus l'oreille de ces organisations internationales. C'est quand même assez particulier quand on pense que les soviétiques de l'autre côté effectivement envoyaient des joueurs qui étaient dont les caractéristiques étaient plutôt louches. Hein. Il n'y a pas seulement le problème du professionnalisme, il y a aussi le problème du dopage qui commençait à apparaître à ce moment-là. Donc voilà. Mais aux États-Unis, ça a créé vraiment une onde de choc. Mais on a quand même beaucoup plus parlé des attaques terroristes que de ça au final, et encore moins d'ailleurs de l'acte de protestation de Wayne Corlett et Vince Matthews sur le podium après le 400 mètres, je crois, dans le stade olympique. Donc voilà, ça a quand même remué un petit peu les consciences. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une période où l'olympisme finalement était en perte de vitesse également. 76, c'est un peu les jeux dont personne ne voulait vraiment. Bon, il y a un super bouquin qui s'appelle Les jeux qui ne se sont jamais tenus. Bon, voilà, ça fait un petit peu référence. Voilà, ça évoque clairement la manière dont était perçu l'olympisme à l'époque. Et ensuite, avec les années 80 qui nous permettent d'embrayer vraiment sur une autre période de l'histoire à la fois du sport et de l'histoire des relations internationales, très clairement. François, une dernière question avec vous. Est-ce que c'est cet événement qui nous a permis d'apprécier et de voir la Dream Team de Magic Johnson et finalement Michael Jordan? Alors, pas vraiment. Je pense qu'en fait, l'autorisation de faire concourir des athlètes professionnels aux JO, c'est une demande de la FIBA en 86. Okay. Borislav Stankovic qui a demandé justement, parce qu'il y a en fait les deux boycotts de 80 et 84 ont asséché les fédérations. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, ça coûte des sous pour les fédérations, ça coûte des sous d'envoyer des athlètes, et ne pas les envoyer, ça veut dire une grosse perte de revenus. Donc les fédérations ont été financièrement très impactées par ces deux boycotts. Donc en 88, on a vu des derniers jeux, c'est un peu un concours de circonstances que la guerre froide se termine à ce moment-là, et c'est là où les États-Unis sont extrêmement forts. C'est d'entrer justement, d'accompagner ce narratif du triomphalisme et de ce capitalisme triomphant à la fin de la guerre froide. C'est les années 80, même si 72 a vraiment marqué
le moment où on a pris conscience que l'olympisme était en perte de vitesse et avait besoin de se régénérer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Après, on a eu effectivement un Dream Team en 92. Voilà, ça c'est encore une autre histoire. Je pense que ça fait partie des histoires mal connues parce que mal racontées. On prendra le temps de le faire, nous. Dream Team 92, c'est forcément fondateur de beaucoup de passion pour nos générations et celles d'après. Merci beaucoup, François Doppler-Speranza, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire et culture des États-Unis à l'Université de Lorraine à Nancy et également enseignant à Syracuse University. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci les gars, on a fait long, mais c'était très important de se reposer un petit peu le contexte géopolitique du sport et de parler du basket. C'est très très rare dans Hype, on verra si on le fera de nouveau sur un prochain numéro. Merci, merci. Paul, Thomas, merci beaucoup. On va remercier Jackie, on va remercier Carmine d'avoir été avec nous, Éric Champel également, et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Ciao. Ciao. Ciao.